Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Je m'appelle Hermine, j'ai 28 ans, je ne suis ni journaliste ni spécialiste. Mes invités ne le sont pas non plus, mais nous sommes concernés. Concernés par le handicap donc, mais pas que. Toutes les 3 semaines, nous discuterons de différents sujets, comme les voyages, les tatouages, la communauté LGBTQ+, ou encore les séries télé. Pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Marina. Je m'appelle Marina, j'ai 28 ans. Je suis une jeune femme en situation de handicap. J'ai la maladie des os de verre. Nous avons parlé de son vécu en tant que femme handicapée, de son expérience sur YouTube et les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu, et de l'importance de la représentation. Une dernière chose avant que vous écoutiez son témoignage. J'ai conscience que cet épisode se concentre sur les femmes handicapées, et j'aimerais rappeler que les femmes cis ne sont évidemment pas les seules à subir des violences sexistes et sexuelles. Je n'oublie pas les minorités de genre, et leur donnerai la parole dans un prochain épisode. Et pour que les choses soient claires, les femmes trans sont des femmes, et les TERF ou toute autre personne transphobe ne sont pas les bienvenus dans ce podcast. Trigger warning, cet épisode aborde le sujet des violences sexuelles. Du coup, avant de parler de féminisme et tout ça, je voulais qu'on revienne un peu sur ton vécu en tant que femme handicapée et un peu ton rapport à ton genre et tout ça. Est-ce que ça a été facile pour toi de te sentir femme, de te sentir féminine? Alors déjà, à l'époque, quand j'ai commencé vraiment, à vraiment m'intéresser à mon apparence, tout ça, c'est parce que j'étais, dans un foyer avec, d'autres adolescentes. Donc tout de suite, forcément, à cette époque-là, on s'attarde, un petit peu plus à l'apparence. Mais c'était difficile pour moi de me projeter et surtout, que pendant cette période, forcément, on se cherche un petit peu une identité, un style et c'était vraiment difficile dans mes souvenirs parce que en fait, je toutes les personnes avec qui je parlais avaient des exemples, des représentations et moi, c'est vrai que, bah, j'étais là, je me disais: «Ouais, OK, mais qui me ressemble, en fait? Je ressemble à qui? Où suis-je?» et c'était difficile pour moi. Alors je me sentais bien dans ma peau, ça, il y avait aucun problème, mais c'était difficile de me trouver et d'avoir ma place, de me sentir vraiment, de trouver une place tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. Alors ensuite, maintenant c'est différent parce que maintenant déjà j'ai plus le même âge et forcément j'ai évolué, j'ai grandi et je me suis trouvée, en tant que femme. Donc forcément c'est différent. Mais je pense par exemple qu'une personne, adolescente, à notre époque en 2021, c'est peut-être un petit peu plus facile parce qu'il y a grâce aux réseaux sociaux, il y a plus de représentation, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de supports maintenant. Il y a YouTube, il y a vraiment, des personnes, très différentes les unes des autres qui s'expriment et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Avant, il y avait rien. Enfin, il y avait des skyblogs, mais c'était toujours le même type de personnes et c'était pas très, très, creusé, recherché. Enfin voilà, c'était pas forcément, des outils utiles comme on a maintenant. Est-ce que tu aurais des anecdotes sur, ta vie en tant que femme handicapée dans la société qui pourraient, illustrer un peu tout ça? Donc moi, je le ressens comme ça et c'est que ma vision, personnelle des choses, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que soit on va m'infantiliser, mais vraiment, à fond, c'est-à-dire vraiment me considérer comme, et me traiter comme une enfant, voire, parfois j'ai même pas, mon mot à dire. Ou soit au contraire, on va pour certaines personnes, bon ça c'est des cas, assez particuliers, où on va vraiment me sexualiser ou me considérer comme, ouais, voilà, comme une femme objet parce que, j'ai une particularité et que forcément ça attire certaines personnes et c'est très compliqué, en fait, parce que je pense qu'il faudrait un juste milieu, juste qu'on me considère comme une femme, en tant que femme et c'est tout. Une femme qui a des choses à dire et qui veut vivre sa vie, bah, comme toutes les autres personnes, tout simplement. Sans, qu'on me considère comme une enfant ou qu'au contraire, on me considère comme une sorte de chose, malsaine, en fait. Parce que l'hypersexualisation, quand on la demande pas en plus. Ouais, tu as déjà eu affaire à des fétichistes et ce genre de personnes? Alors dans la vie de tous les jours, oui, j'en ai rencontré et depuis que je fais, du contenu sur internet, c'est ça a explosé, c'est ouais, beaucoup de messages, de demandes de photos, mais pas forcément de messages insultants, mais des personnes, voilà, qui me disent que
que vraiment que leur truc, c'est les personnes en situation de handicap, qu'elles adorent ça. Après voilà, je respecte, mais j'estime que moi, j'ai pas fait la démarche de demander aux autres, donc je vois pas pourquoi on viendrait m'importuner comme ça, en m'interpellant, en me disant: «Ouais, au fait, toi, non, non, pas du tout, en fait. Je fais juste mon contenu et c'est tout. J'ai pas envie qu'on vienne me parler de ça. Ça m'intéresse pas du tout». Tu as eu une chaîne YouTube pendant presque 3 ans. Quel genre de commentaires ont reçu tes vidéos? Parce que, enfin, tu parlais quand même beaucoup de handicap. Et ben, étrangement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs, concernant mes vidéos. J'ai eu beaucoup de questions par contre, surtout, un public valide qui était très intéressé, pour, voilà, pour apprendre, pour que je parle de tout un tas de sujets. Donc je parlais de sexualité, je parlais de mon quotidien, je parlais de la maladie, plus spécifiquement ma maladie ou, de handicap, plus globalement en fait, donc avec toutes ces problématiques et également, parce que ça, c'est vraiment un point, sur lequel je veux vraiment, appuyer, je veux dire, c'est que j'ai très envie de montrer également que les personnes handi ont peut-être des problématiques, mais font et ont le même quotidien que les autres en fait, hein, tout simplement et c'était ça aussi que j'avais envie de transmettre, à travers la chaîne et que les gens avaient envie de voir, également. Mais là-dessus, j'avais pas de problème sur ma chaîne, j'avais beaucoup de bonnes ondes et tout. C'était bien. Bon après pas toujours. D'ailleurs, on va en parler, pour la suite parce que j'ai vu qu'il y avait une petite question, là-dessus. Mais ça va, globalement, ça va. Et du coup, tu as arrêté ta chaîne il y a quelques mois. J'ai arrêté ma chaîne, tout simplement parce que c'était beaucoup, d'investissement, personnel et surtout, qu'il y a quelque temps, enfin il y a 1 an, on m'a détecté une maladie, au niveau de mon rein. J'ai subi plusieurs interventions. Ça a été très, très, compliqué et j'ai été très fatiguée, vraiment. Plus, bon la pandémie, tout ça, ça a été compliqué et ça me demandait trop d'investissement et surtout que maintenant, là, faut avouer, il faut dire la vérité, enfin, je suis assez transparente là-dessus et je l'ai été avec mes abonnés. C'est que, quand on fait du contenu et qu'on voit que la plateforme, met toujours en avant le même type de contenu et que même ses propres abonnés, voient pas forcément, bah, les vidéos, c'est un petit peu navrant, quoi, parce qu'on travaille, on s'investit pour que des personnes, puissent, être informées sur un sujet important et même nos propres abonnés n'ont pas la vidéo dans leur, fil d'actualité. Donc ça, c'est décourageant à force, c'est très décourageant. Là, on va se rapprocher un peu plus du féminisme et on va parler de MeToo. Voilà, donc c'était ça les commentaires négatifs justement dont je faisais référence il y a 2 minutes. J'ai suivi tout ce qui s'est passé, à l'époque sur Twitter et bon voilà, j'ai subi, vraiment quelque chose de traumatisant, encore aujourd'hui, tant c'est des années plus tard et j'étais sur la réserve. J'avais envie d'en parler et à la fois, j'avais pas trop envie d'exposer ça, sur internet, surtout que je voyais que malheureusement, il y avait le retour de bâton plutôt. Par exemple, il y avait des gens qui s'exprimaient et qui témoignaient, vraiment de traumas, terribles et je voyais qu'ils se faisaient complètement mais laminer, sur la place publique. Donc j'avais un petit peu peur et finalement, en parlant avec des proches, j'ai décidé de faire la fameuse vidéo et malgré voilà le témoignage, il y avait pas de malveillance. C'est-à-dire que voilà, j'avais pas, je jugeais pas la personne, même si cette personne a fait des choses, terribles. J'avais vraiment un discours et ce discours, c'était vraiment j'appuyais sur le fait qu'il fallait en parler pour justement éviter, que le sujet soit tabou et qu'il y ait justement plus de précautions et des gens qui soient plus vigilants autour, voilà, des agressions, sexuelles, tout ça. Malheureusement, cette vidéo a été, partagée sur Twitter et là, ça a été ingérable. Ingérable parce que je recevais des flots de commentaires et c'était la première fois aussi que j'étais face, hem, aux insultes. J'avais jamais connu ça, sur YouTube, sur les réseaux du moins et c'était très difficile, surtout quand on parle d'un sujet aussi, qui touche à l'intimité.
Enfin, c'était très dur pour moi. Il y a même des proches qui ont géré mes commentaires et par la suite, pendant presque 8 mois, j'ai pas fait de vidéo. Je l'ai même supprimée cette vidéo et parce que je pouvais pas cautionner ça, je pouvais pas, j'arrivais pas. J'ai pas assumé de recevoir autant d'insultes. Merci d'avoir parlé de ça déjà. MeToo, en fait, à l'époque, je voyais tous les hashtags, sur mon feed Facebook et j'aurais pu ajouter le mien, très clairement. Mais je l'ai pas fait parce que, je sais pas, je pense que je minimisais déjà toutes les violences que j'avais subies. Du coup, je me sentais pas légitime par rapport aux autres témoignages que je voyais et tout. Je me sentais pas légitime et en fait, c'est seulement, il y a quelques mois que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas passée loin du viol, qu'en fait, je m'étais faite harceler sexuellement, beaucoup plus que ce que je pensais. Selon une enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne datant de mars 2016, 61% des femmes handicapées ont été victimes de harcèlement sexuel, contre 54% des femmes valides. Ça, c'est les traumas. Tu as aussi le côté, d'être dans le déni, de peut-être pas comprendre aussi sur le moment ce qui se passe. Enfin, il y a tout un tas de choses et puis c'est vrai que parfois, longtemps après, on y repense, il y a des flashs, enfin, c'est tout un tas de choses. Les gens sont tellement enfin, les gens qui n'ont pas, connu ça, qui ont eu la chance de pas vivre des choses, aussi traumatisantes, ne peuvent pas comprendre l'impact que ça a et surtout que ça a pas que sur l'instant, que ça a sur le long terme. C'est ça, en fait, qui est très difficile. Il y a des périodes, où tu deals facilement avec ça, d'autres un petit peu moins et d'autres pas du tout. Où vraiment, voilà, tu ressasses beaucoup, tu remets tout en question et juste, tu te dis aussi: «Ouais, bah, peut-être que c'est à cause de moi». Enfin, c'est tout un tas de questions comme ça qui se mélangent et ça te bouffe, en fait, même physiquement, hein. Ça peut avoir une atteinte, physique. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de troubles suite à ça et les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Ils se rendent pas compte de ce que c'est et c'est pour ça que c'était difficile aussi, je pense, pour les victimes qui se sont fait ensuite encore harceler sur les réseaux après avoir témoigné. C'est parce que tu te livres sur quelque chose d'important où tu penses que tu vas faire, évoluer les mentalités et avoir un petit peu de compassion et finalement, bah, pas du tout. Depuis 2015, l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir a mis en place la permanence Écoute Violence Femmes handicapées, une ligne d'écoute et d'accompagnement pour les femmes handicapées victimes de violences. Un lien vers toutes les informations concernant cette ligne est disponible sur le site du podcast hcommandipodcast.fr. Bon là, du coup, on va passer dans le côté féministe de la force. Déjà, est-ce que tu te considères féministe? Oui, 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 oui. Mais depuis toujours, je pense. Ah ouais? Comment tu es arrivée un peu à t'intéresser au féminisme? Bah, déjà, je me suis toujours intéressée, à ça et puis en plus de ça, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 4 frères et c'est vrai qu'à un moment, on est dans l'enfance, tout ça, tout se passe bien et à un moment, on commence à être ado, à avoir le corps qui change et cetera et je me souviens très, très bien, c'est que, mes frères avaient, tout d'un coup, un statut particulier et moi, un statut encore différent. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, par exemple, s'habiller d'une telle manière, se comporter d'une telle manière et moi, c'est vrai que alors attention, parce que je sais qu'elle va m'écouter et c'est pas du tout, contre elle, mais ma maman tout de suite, elle était plus, protectrice envers moi. Elle disait, «Surtout, ne te mets pas comme ça, surtout ne t'habille pas comme ça, surtout, fais attention, il faut que tu tiennes comme ça parce que tu es grande maintenant». Sous-entendu, je pense que c'était vraiment pas, de la malveillance. Elle voulait vraiment me protéger parce qu'elle voyait, forcément que j'étais une jeune femme, enfin une jeune fille à l'époque, que mon corps changeait et peut-être qu'elle voulait me protéger aussi. Moi, c'est ça avec du recul et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me poser énormément de questions, à me comparer beaucoup à mes frères et à me dire: «Bah, en fait», puis après voilà, on connaît tous, au collège tout ça, quand on commence à changer, les réflexions aussi qu'on peut avoir,
tout un tas de choses, dans ce genre et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à tout de suite à m'intéresser, au féminisme. J'avais pas forcément le terme à l'époque pour vraiment j'avais pas les mots. Je disais pas: «Je suis féministe», tout ça, mais je l'étais quand même déjà un peu. Maintenant, encore plus. Ouais, je crois que ça s'arrange pas en vieillissant. Voilà, c'est ça. C'est clair. Bah, ouais, moi, en fait, c'est pareil. En fait, je pense que je l'ai toujours été un peu aussi, mais que je m'en rendais pas compte ou alors que j'avais cette image de, tu sais, très négative du féminisme, «Ah nia nia, c'est des hystériques, elles détestent les hommes, machin» et maintenant je suis là, «Oui et alors?» Non. Non, mais depuis quelques années, ça a un peu chamboulé ma vie, il faut le dire et ça fait du bien. Mais justement, il faut qu'on parle de l'inclusion des femmes handicapées, dans le mouvement, féministe. Est-ce que tu te sens, intégrée et représentée? Absolument pas. Voilà, fin de l'épisode, merci, bonsoir. Non. Voilà, c'est ça. Non, non, mais en fait, j'en rigole, mais c'est je sais pas, parfois ça m'énerve, mais vraiment profondément. Quelquefois, ça me peine parce que, en fait, je sais pas trop quoi penser et comment me positionner là-dessus. Plusieurs fois, hein, j'ai interpellé par exemple sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça, des gros comptes, gérés par, voilà, des féministes, tout ça, pour les interpeller là-dessus, sur le fait que les personnes handies ne sont absolument pas représentées ou peu. Et encore, quand elles sont représentées, ça reste toujours globalement dans la même, allez, la même les mêmes types de handicap. Alors attention, attention, toutes les personnes, tous les handicaps sont intéressants et doivent être mis en avant justement pour qu'on puisse informer les gens, pour qu'on puisse justement en parler, faire changer les mentalités et également pour que toutes les personnes handies puissent, avoir des représentations. Je suis pas en train de dire qu'une personne en fauteuil doit être plus mise en avant, comparée à un handicap invisible et cetera. Pas du tout. Je dis juste que j'ai remarqué qu'il y a, un certain type de personnes qui sont peut-être un petit peu plus, mises en avant sur les comptes, comment dire? Les gros comptes féministes. Je vais pas le dire les petits comptes, parce que les petits comptes, justement, pour moi, c'est vraiment des alliés mais les gros comptes aussi sont des alliés, mais le dialogue est encore un petit peu on tâtonne, en fait, hein. Plusieurs fois, je les ai interpellés en disant, il fallait montrer un petit peu plus, d'autres personnes, quitte à faire intervenir, voilà, des personnes, pour en parler tout ça, parce que forcément on ne connaît pas tout, on ne peut pas tout connaître. Donc je peux comprendre, totalement que ces personnes, voilà, ne puissent pas en parler. Et de toute façon, c'est pas forcément à elles de parler de handicap vu qu'elles sont pas forcément, concernées. Mais il faudrait aussi qu'elles essayent de nous écouter. C'est clair et ouais et c'est intéressant ce que tu dis, ce truc sur le handicap visible, invisible, parce que souvent on a cette image du handicap, juste avec le fauteuil roulant, alors que moi-même, tu vois, j'ai un handicap visible, donc j'ai un fauteuil électrique. Mais j'ai aussi des troubles cognitifs qui sont malheureusement souvent oubliés, alors que les personnes avec des handicaps invisibles ont tout autant, le droit d'être représentées que nous, quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu aurais un message à faire passer, si jamais des féministes nous écoutent? C'est exactement, en fait, ce que je répète tous les jours sur les réseaux, en fait, c'est que on a besoin d'être, entendu, compris et aidé. Alors quand je dis aider, je parle, par exemple, voilà, les gens qui parlent sans arrêt de féminisme, qui parlent d'entraide, de sororité, de tout un tas de choses. On a besoin justement qu'on soit mis en avant. Qu'on essaye, d'établir un dialogue, de construire des choses. Vraiment, je pense que c'est très important. Hem, alors moi, je fais plus de vidéos sur YouTube, mais je continue à faire du contenu sur TikTok, récemment sur TikTok et toujours sur Instagram et j'ai également créé avec, Anaïs du compte Instagram et du blog Blogueuse à roulettes
On a fait un compte qui s'appelle, Atypiquement belle, où on met en avant, des personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que justement le but pour nous, c'est de aussi d'inclure d'autres personnes, hein, parce que justement si on demande à d'autres personnes de nous entendre et de nous mettre en avant, c'est pas pour ensuite, voilà, compartimenter et écarter d'autres personnes, hein, qui ont besoin également de témoigner, d'être entendues et cetera. Mais ouais, c'est vraiment ça en fait, je pense. On a besoin de représentation. On a vraiment besoin de ça. C'est très, très important. Je pense que la représentation, on se rend pas compte à quel point c'est important jusqu'à ce qu'on commence à voir des gens qui nous ressemblent, dans les médias et tout ça. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu la série, c'est une série qui s'appelle, Special. C'est l'histoire d'un mec qui est handicapé et gay aussi et donc qui est joué par un acteur handicapé, ça c'est très important aussi. Du coup, il avait le même handicap que moi, en beaucoup plus léger mais quand même le même handicap et c'était hyper perturbant parce qu'il disait des trucs que moi j'aurais pu dire. En même temps, ça faisait vachement bien, en même temps, c'était hyper bizarre. Bah oui, forcément, parce qu'on n'est pas habitué. Totalement, mais c'est vraiment hyper important, ouais. Du coup, ça fait d'ailleurs une super transition parce qu'on arrive à la dernière question qui est, aurais-tu des recommandations culturelles type, film, série ou livre ou podcast, sur le sujet? Alors, film, série, non, absolument pas, parce que les rares films, malheureusement, que j'ai vus, alors, il y en a sûrement des très intéressants que je connais pas du tout, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, de voir des séries ou des films qui parlent de handicap, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu la même timeline. C'est la personne handi qui est aigrie, qui peut rien faire et qui d'un coup, a un aide-soignant, ou une aide-soignante, valide qui arrive et qui va, ouvrir, sa vie, lui offrir, une vie extraordinaire et c'est ça qui me fait délirer. En plus, joué par, des personnes valides. Bon, ça, c'est un autre débat, mais bon, voilà. J'ai pas forcément de films et de séries. Je dirais plus des personnes, par exemple sur les réseaux. Donc il y a, Anaïs, mon amie Anaïs, blogueuse à roulettes. Il y a, Douceur, Cerise, je me souviens plus exactement, mais je te redirai, qui est une maman, qui a ma maladie, qui parle de maternité, de handicap, de féminité. Il y a, Goncha, Nana Roulette, ça ressemble à Anaïs, mais c'est pas encore ça, qui parle également de handicap, de féminité et tout ça. Notre compte Atypiquement belle et après, bah, mes réseaux à moi, par exemple. Donc, sur TikTok et sur Insta, Marina Morello et voilà, où je parle, de tous les sujets qu'on a abordés ensemble. Après, il y a énormément de personnes, super intéressantes, hein, sur les réseaux. Malheureusement, faut vraiment chercher, en fait, hein, parce que c'est ça le problème. C'est ça et ouais, moi je suis pas encore sur TikTok mais je sens que je vais y arriver avant la fin de l'année. Ah, sur TikTok, là, je suis contente parce que je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont en situation de handicap, qui font des TikTok, sur le corps, d'autres plus sur le quotidien. C'est super intéressant et ça fait plaisir. OK, génial, ouais. Ouais. Et ben, moi, figure-toi que si, j'ai des recommandations, dont un film d'ailleurs. Mais comme tu disais, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, il faut vraiment creuser quoi, parce que les représentations, mainstream, type, Intouchables ou, des trucs dans le pathos où le mec va mourir à la fin, bien sûr. Non, non, on ne veut plus ce genre d'histoire, s'il vous plaît. Ouais, voilà, c'est ça. Ou tu vois, sa vie, elle est ultra nulle et puis d'un coup, il y a une personne valide qui arrive et tout devient magnifique et extraordinaire. Non, c'est clair. Comme si on pouvait pas être heureux, sans les valides. Ah là là. C'est ça. Donc le film que j'ai à recommander, c'est une petite pépite, que j'ai trouvée, sur Netflix pendant le premier confinement et j'avais l'impression d'avoir trouvé le Graal. C'est un film, japonais qui s'appelle, 37 Seconds, qui met en scène le personnage principal, c'est une jeune femme, handicapée, qui est jouée par une jeune femme handicapée et qui essaye de prendre un peu son indépendance et de découvrir sa sexualité, malgré sa mère qui est du genre,
surprotectrice. C'est très bien fichu, je trouve, enfin l'histoire est très belle. C'est hyper rare de voir des films qui parlent de ces sujets-là, avec en plus une actrice qui est concernée. J'ai une deuxième recommandation qui est un livre cette fois, qui est sorti récemment, je pense que tu as peut-être dû en entendre parler, qui s'appelle, Mister T et moi, qui a été écrit par, Elisa Rojas, Elisa, ouais. qui est donc une militante, pour les droits des personnes handicapées, entre autres, avocate au barreau de Paris et qui a écrit son 1er livre. Je l'avais rencontrée, sur Twitter, à l'époque. Du coup, c'est un livre, autobiographique où elle raconte, son histoire avec, ce fameux Mister T et ça fait vraiment du bien parce que je me suis quand même vachement reconnue dedans et en même temps, c'est hyper drôle. Je je crois que j'ai rarement autant ri en lisant un livre mais c'est toujours politisé. Je le recommande aussi parce qu'il est hyper simple à lire. Enfin, pour moi qui ai un trouble de l'attention et tu vois, lire des livres, c'est pas toujours facile. Et là, pour le coup, c'est hyper accessible et très drôle donc ouais, je recommande. Merci beaucoup, Marina. Merci à toi en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des questions aussi, intéressantes, pas toujours les mêmes questions. Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour sortir? C'est clair. Bah, c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, c'est pour donner la parole, de concerné à concerné, tu vois? Et même moi, ça me fait du bien d'en parler aussi, avec des gens qui comprennent et pas toujours devoir faire de la pédagogie à mes potes. Clairement, ça fait du bien. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de H comme handicapé. Merci à l'illustratrice Dandy Doodless pour le logo. Merci à mon frère Julian Garnier pour le site web hcommandipodcast.fr, site sur lequel vous pourrez retrouver la retranscription de cet épisode en français et en anglais, mais aussi toutes les recommandations culturelles et références citées dans cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast via Instagram sur le compte hcommandipodcast. Et si vous avez des questions ou si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse hcommandipodcast@gmail.com. En attendant, on se retrouve le 29 mars pour l'épisode 2 où on parlera de voyage quand on est en situation de handicap.